Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, pour prolonger un petit peu ce qu'on avait fait dans le dernier tuto, à savoir le traitement complet et intégral d'une image en LRGB, on va s'intéresser aujourd'hui au traitement complet de A à Z d'une image SHO, en sachant que je ne vais pas revenir dans le détail sur tous les points précis qui ont pu être abordés ça et là dans les différents tutos, la réduction de bruit, la montée d'histogramme. Je vais passer assez rapidement sur ces aspects-là pour me concentrer un petit peu sur ce qui fait l'intérêt d'une image SHO, à savoir plutôt le mixage, le réglage des couleurs, comment est-ce qu'on gère les étoiles, etc. Le reste, au final, on va voir que c'est quand même beaucoup plus simple, globalement, à gérer qu'une image RGB. Bon bah ceci étant, c'est parti. Bien, donc dans ce tuto, je vais essayer de vous montrer comment moi je traite aujourd'hui, en juillet 2023, une image narrowband. Personnellement, mon process, mon workflow, ma méthodologie de traitement, on va dire, sur les images SHO, elle a beaucoup évolué, notamment ces derniers mois, avec l'arrivée de nouveaux process comme la suite Exterminator, Blur Exterminator, etc. Au final, j'avais quelque chose qui était assez commun auparavant entre le LRGB et le SHO. Aujourd'hui, on va dire que le traitement SHO, je trouve, est beaucoup plus rapide et globalement beaucoup plus simple à faire que le traitement LRGB, notamment en raison de l'absence de besoin de calibration très précise des couleurs. Donc moi, je vais essayer de vous présenter la méthode la plus simple que j'utilise aujourd'hui pour traiter des images SHO et qui est assez rapide. Dans les dernières vidéos, j'avais fait un appel un petit peu aux abonnés ou aux personnes qui regardent les vidéos, en tout cas pour voilà, leur dire que ça serait plus sympa pour moi de traiter concrètement une image qui a été réalisée par quelqu'un d'autre, éventuellement une image sur laquelle il y a quelques soucis ou il y a quelques problèmes qui n'ont pas pu être résolus lors du traitement, plutôt que de traiter encore une fois une de mes images, ce qui est un peu de la triche parce que je les ai déjà traitées, donc je vois un petit peu où sont les difficultés, où sont les problèmes. Donc c'est toujours plus intéressant pour ce genre d'exercice de traiter l'image réalisée par quelqu'un d'autre. Et donc pour ce tuto, on va travailler sur une image que m'a gentiment envoyée Clément Verrecke. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais qui est une très belle image, hein. Au demeurant, quand on la voit, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il avait en tête en me l'envoyant, parce que, en vrai, quand on la voit comme ça, elle est vraiment, bah, très, très belle. Alors c'est une image qui a été réalisée avec une petite lunette, hein, de 76 millimètres, une caméra Z2600 et une série de filtres, SHO en Clia, 3 nanomètres. Et en tout, je crois qu'il y a 18 heures de pause dessus, donc un très bon signal, hein. C'est sur IC 1396, qui est une nébuleuse assez grande, parfois un petit peu difficile à avoir en entier. D'ailleurs là on voit qu'elle est en entier, mais elle rentre un petit peu encore au chausse-pied, hein, en vrai, malgré le fait que c'est réalisé avec une petite lunette à courte focale, parce que c'est une nébuleuse qui est vraiment très très grande. On reconnaît bien, voilà, la trompe d'éléphant, l'étoile grenat ici qui est bien colorée. Et Clément, alors, est globalement satisfait de son traitement, et il a raison, parce que franchement, la palette est très belle. D'ailleurs, en mode traitement très accéléré, rapide, comme je vais faire là aujourd'hui, je suis pas certain que j'arrive à obtenir une palette qui soit aussi jolie. Mais voilà, il y a quelques soucis qu'il avait pointés en m'envoyant l'image, et notamment le fait qu'il n'arrive pas à avoir des étoiles qui soient colorées. Et le fait est que quand on zoome un petit peu dans l'image, alors, il y a certaines petites choses qui sautent aux yeux, notamment il y a quand même pas mal de résidus de bruit chromatique. On voit pas mal de bruit quand même chromatique là dans le fond de ciel et dans les parties les plus sombres de la nébuleuse. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des étoiles, autant la nébuleuse est bien colorée, la palette est riche, elle est suffisamment complexe, on a bien du rouge, du jaune, du vert, du bleu, des transitions qui sont bonnes dans les couleurs, s'il n'y a pas des transitions trop abruptes entre le bleu, le rouge, le jaune, etc. Là, c'est subtil, il y a du dégradé, donc vraiment la palette SHO en elle-même sur l'objet, elle est très réussie. Au niveau des étoiles, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On a des étoiles qui ont un aspect un petit peu collage sur l'image, et au niveau des couleurs, bah, soit c'est un petit peu uniformément blanc, soit les étoiles prennent la couleur de la zone, en tout cas c'est un ressenti, elles prennent
un petit peu la couleur de la zone derrière, de l'objet. C'est-à-dire que là, ici, on est dans une zone, bleue, bah, toutes les étoiles ressortent bleues. L'étoile grenat, elle, en revanche, bon, elle est bien colorée, mais elle est tellement colorée que c'est difficile de la rater. Et sinon, bah, on a quelques étoiles un petit peu orange, mais bon, l'essentiel est blanc, bleu. On a même des étoiles qui ressortent un petit peu vertes. Donc ce qui est un signe d'un petit souci au niveau de la couleur des étoiles. Donc voilà, c'est une bonne base, on va dire, pour traiter, pour faire un exemple de traitement SHO. Il y a suffisamment de matière, hein, il y a un temps de pause qui est conséquent avec une bonne caméra. On voit qu'il y a un résultat sur la nébuleuse qui est intéressant. Et puis on va essayer de corriger les quelques petits défauts au passage, à savoir le bruit un petit peu trop prononcé et surtout la couleur des étoiles. Donc on va commencer sans plus attendre, hein, le traitement de cette image, donc sous PixInsight. Donc Clément m'a envoyé les 3 fichiers déjà pré-traités. Donc moi, j'ai pas du tout touché à l'aspect pré-traitement, hein. Je vais traiter les images pré-traitées que Clément m'a envoyées. Donc la couche S, la couche O et la couche H-alpha, voilà, un bon signal sur les 3 couches. Pour commencer, évidemment, sur ces images, avant de toucher quoi que ce soit, on va évidemment les réaligner. Donc ça, on le fait très rapidement avec Star Alignment. Et comme fichier de référence, vous pouvez choisir, voilà, en l'occurrence, je vais prendre l'image H-alpha, et je vais appliquer le Star Alignment sur les 2 autres images pour être sûr qu'on est bien recalé. Voilà, maintenant que nos images sont bien alignées, on va tout de suite cropper les bandes noires. Donc ça, on prend le dynamic crop et on vient régler sur l'image. Voilà, comme ça, ici, on peut le raffiner, hein, de manière beaucoup plus précise en zoomant et en venant vraiment pour essayer de perdre le moins possible. Et une fois qu'on a aligné nos images, une fois qu'on a fait ça, on peut l'appliquer à l'image, sauvegarder le petit process là de côté, et puis ensuite venir appliquer le process directement aux 2 autres images. Donc ça, voilà, ça se fait très rapidement. Donc là, je l'applique à celle-là, et je viens appliquer le process. Voilà, donc là, j'ai appliqué le process de dynamic crop à toutes mes images. Je peux enlever le petit process pixelmat, j'en aurai plus besoin. S'il y a besoin, on pourrait passer un coup pour gérer le gradient, donc avec background de modélisation, soit en ABE, soit en DBE, suivant l'étendue des dégâts, j'ai envie de dire. Sur ces images-là, je le fais pas, parce que ça se justifie pas du tout, ça a été fait précédemment, il n'y a pas de gradient en tout état de cause, donc bon, je préfère ne pas y toucher. Quand il n'y a pas un gradient qui est vraiment manifeste, en général, j'y touche pas, c'est là, pour moi, il n'y a pas de gradient sur les images. Ensuite, alors, 2 possibilités à ce stade-là, soit vous possédez Blur Exterminator, et dans ce cas-là, il n'y a pas réellement besoin de s'embêter, c'est mieux d'utiliser Blur Exterminator que d'essayer de faire de la déconvolution. Si vous l'avez pas, eh ben, je vous renvoie à l'embranchement là, des tutos où je rentre dans le détail. Vous pouvez faire, si besoin, une déconvolution sur un objet comme ça. C'est clairement pas indispensable. On pourrait éventuellement faire un essai sur la couche H-alpha pour essayer de voir si on peut améliorer un petit peu les détails avec une déconvolution. Bon, pourquoi pas. Et appliquer une réduction d'étoiles avec la méthode que j'explique dans le tuto à part. Si vous avez Blur Exterminator, bah là c'est assez simple, hein, on va pouvoir faire ces 2 opérations en même temps. Donc là, on peut prendre des paramètres qui sont assez conservateurs, on va dire, pour affiner un petit peu les étoiles. Déjà, ça va permettre de corriger la forme des étoiles dans les coins, même si là, la correction est bonne et qu'il n'y a pas de grosses déformations, ça va permettre de les affiner quand même un tout petit peu. Ça va permettre donc de corriger leur forme, ça va permettre de les affiner, ça va permettre aussi de réduire un petit peu les halos. Alors moi, je reste sur des valeurs qui sont, surtout en SHO, où on a des étoiles qui sont déjà à la base suffisamment fines, c'est pas la peine de les affiner de manière excessive, parce que sinon on se retrouve avec des étoiles qui font un pixel, qui sont vraiment hyper ponctuelles. On perd l'aspect vraiment naturel des étoiles, des plus petites étoiles en particulier, et ça donne pas forcément de très bonnes choses en termes de résultats esthétiques. Donc moi, je vous conseille de les affiner un tout petit peu, voire juste de les corriger si vraiment les étoiles sont très fines. Là, on pourrait se contenter de les corriger, on va essayer de les affiner un tout petit peu, vraiment pour histoire de dire qu'on les a affinés. Et puis dans les non-stellar adjustments, donc le rehaussement des détails dans les zones non stellaires, bon, on peut prendre des valeurs qui sont pas trop élevées, le but c'est vraiment pas d'aller tirer et de créer des artefacts, donc voilà, on peut rester sur des premiers essais, moi je reste sur ces valeurs-là, avec correct first, pour, voilà, le process est un petit peu plus long, mais la correction est bien meilleure, et on va les appliquer donc aux 3 images,
plus pour des problèmes de correction d'étoiles que pour aller rechercher du détail. D'ailleurs, on ne va pas activer automatique PSF dans Stellar Adjustment. Comme ça, on n'essaiera pas d'aller rechercher des détails dans les objets sur les couches S2 et O3, puisqu'on va se servir essentiellement de la couche H-alpha comme couche de luminance, même si on va essayer de la mixer un petit peu avec les autres couches. Donc, on va appliquer Blur Exterminator sur l'image H-alpha et on se retrouve après. Voilà, donc là, j'ai appliqué Blur Exterminator sur mes 3 images, donc sur l'image H-alpha, je vais essayer d'agrandir un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux les résultats. Voilà, on est passé de ça à ça, donc les étoiles se sont quand même bien affinées. On garde des étoiles, toujours aller apprécier à 100% le résultat. On voit que sur les grosses étoiles, on a quand même gagné un petit peu en finesse. Sur les petites étoiles, on est à la limite, bon voilà, de ce que je disais tout à l'heure, à savoir avoir des étoiles qui sont vraiment trop ponctuelles. Bon, on va considérer que c'est bon, mais si vous n'aimez pas les étoiles vraiment trop fines, voilà, vous activez pas la fonction de réduction d'étoiles, et vous aurez un résultat qui sera plus convenable. Alors sur les couches S2 et O3, où en général les étoiles sont un petit peu plus présentes, bah, le résultat est tout de suite encore plus visible. Là, si je repasse pour la couche O3, voilà, on voit qu'on a diminué aussi les étoiles, et surtout ce qui est important, c'est qu'on a un résultat qui est à peu près cohérent entre les 3 couches, en sachant qu'on aura toujours des étoiles plus fines sur la couche H-alpha. Alors si vraiment vous avez une différence à ce niveau-là, vous pouvez aussi n'appliquer une réduction de taille d'étoile que sur les couches O3 et S2, et ne pas toucher aux étoiles H-alpha, ou alors, si vous en appliquez une sur la couche H-alpha, appliquez une réduction encore un petit peu plus appuyée sur les couches O3 et S2. Voilà. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit globalement cohérent. Sur celle-là, on a un résultat qui est plus cohérent, en fait, si on ne touche pas les étoiles sur l'image H-alpha. On voit que là, les étoiles, elles ont une taille qui est à peu près similaire sur les 3 couches. Si j'applique le Blur Exterminator, bah, tout de suite, mes étoiles sur la couche H-alpha, elles deviennent extrêmement discrètes. Pour ce qui est des détails sur les objets, ben, ça, on l'avait vu un petit peu dans la vidéo où je présentais Blur Exterminator. Souvent, on peut avoir des gains assez prononcés, assez manifestes sur certaines zones, notamment assez lumineuses. Sur les zones sombres, souvent, c'est un petit peu plus discret. Là, l'amélioration est quand même sensible. On voit que là, par exemple, sur cette zone-là, que je vais essayer de zoomer. Alors, je vais zoomer fort parce que j'ai toujours un doute sur le fait que ça soit bien visible après avec le passage sur YouTube. Mais voilà, globalement, on passe de quelque chose comme ça à ça. Là, c'est très zoomé, mais voilà, on voit qu'on gagne quand même un petit peu de finesse dans les bandes ici de poussière de la nébuleuse. Toujours faire attention aussi quand on a des nébuleuses sombres comme ça, à ce que Blur Exterminator ne vienne pas complètement noircir la zone, un petit défaut qui parfois peut arriver. Voilà, donc maintenant que j'ai appliqué Blur Exterminator sur mes 3 couches, eh ben, je vais m'occuper de la gestion du bruit. Alors, avec n'importe quel process de réduction du bruit, comme j'ai expliqué dans les tutos, ou avec Noise Exterminator. Moi, j'aime bien utiliser Noise Exterminator au stade linéaire. Pas à 0,90 par contre, on peut le baisser fortement à 0,60, c'est déjà pas mal élevé. Et puis on va l'appliquer sur les 3 couches et on va voir le résultat. Voilà, donc là j'ai appliqué Noise Exterminator, on voit la différence entre avant et après. Le but, c'est évidemment de jamais trop lisser, mais d'avoir un résultat qui soit, on va dire, cohérent en termes de bruit. On a quand même, on garde une petite granularité dans les surfaces sombres. On réduit quand même fortement le bruit. Voilà. Certains trouveront pareil que c'est déjà trop appuyé à ce stade-là, auquel cas, bah, c'est pas compliqué, hein, il suffit de baisser. Et toujours surveiller avec Noise Exterminator, pareil qu'avec Blur Exterminator, que ça crée pas des aplats vraiment trop manifestes dans les zones sombres. Typiquement, dans cette zone-là, on pourrait se retrouver avec quelque chose de totalement noir. Voilà, si on le dose suffisamment bien, on conserve quand même, là on voit qu'on avait avant d'appliquer la réduction de bruit, on avait quand même des détails ici où la zone était un petit peu plus claire, ici et ici, un petit peu plus claire que toute cette partie-là qui est vraiment sombre. Et c'est un aspect qui est conservé au final, une zone plus claire, des zones plus sombres, ici plus claires. On a juste vraiment fortement réduit le bruit. Mais attention à ce que ça ne se transforme pas en un gros pâté tout noir, ça peut arriver parfois sur certaines zones. Auquel cas, si ça se produit, ben, le mieux c'est d'utiliser Noise Exterminator avec un masque de protection ou un autre process de réduction de bruit si vraiment un Noise Exterminator n'est pas adapté pour l'image en question. Donc là, pareil, Noise Exterminator appliqué sur les couches S2 et sur la couche O3 qui est assez bruitée là pour le coup. Et avec Noise Exterminator, on voit tout de suite
la différence, je vais bien le grossir pour qu'on voit bien. Voilà, on passe de quelque chose qui est très, très, très granuleux, très, très bruité à quelque chose qui est plus fin, en conservant quand même une légère granulation. Donc c'est pas plus mal. Voilà, donc jusqu'ici, il y a rien de compliqué, hein, c'est la gestion des gradients, le crop, on n'a pas eu de correction à faire sur le fond de ciel ou quoi que ce soit. La réduction d'étoiles et avec Blur Exterminator et la réduction du bruit avec Noise Exterminator, en sachant que si vous n'avez pas ces process-là, bah, vous pouvez en utiliser d'autres. C'est juste que ceux-là, bah, c'est très rapide. Ça prend 2 minutes pour traiter les 3 images au stade linéaire, donc c'est quand même difficile de faire mieux. Et maintenant, on va faire la montée d'histogramme de ces images. Donc, sur ces images de ce type-là, on pourrait utiliser du masque stretch, pourquoi pas. On a vu que ça, dans le tuto dédié à la montée d'histogramme, que le petit souci, c'est que ça pouvait altérer assez fortement les étoiles. On pourrait utiliser du GHS, on pourrait utiliser même des scripts automatiques comme Easy Processing Suite, Soft Stretch, qui donnerait à mon avis de bons résultats. Là, on va la faire en méthode manuelle, avec histogramme transformation, donc sur l'image de H-alpha. Pas de problème particulier hein, pour l'augmentation du... voilà, on remet ça à 0, et puis on va venir tirer sur l'histogramme de manière assez, voilà, assez franche. Hein. Après, on peut se permettre de zoomer fortement. Le but, c'est d'obtenir derrière un histogramme qui soit suffisamment bon. Voilà, comme ça, on pourrait raffiner encore un petit peu. On pourrait aussi, au préalable, appliquer un petit coup d'auto-histogramme avec la fonction logarithme. Bon, voilà, il y a beaucoup de manières de faire. En tout cas, nous, on va le faire directement avec histogramme transformation. Et au final, bon, bah, c'est assez rapide. Hein. Il y a quelques petites, quelques petits ajustements de curseur. Voilà, le but, c'est vraiment pas de couper les noirs, c'est vraiment de conserver une bonne dynamique, donc en se référant à l'histogramme qui est au-dessus. Et puis ensuite, voilà, on peut venir jouer. Là, il n'y a pas trop de risque d'altérer les étoiles à ce stade-là. On les a réduits avec Blur Exterminator. Donc, voilà, franchement, là, vous pouvez y aller en une passe, en deux passes, un peu comme vous voulez. Voilà, donc là, ma montée d'histogramme, elle est faite. J'obtiens un histogramme qui est distribué, on va dire, de manière assez large. C'est pas étonnant, souvent avec des couches H-alpha, comme ça, en SHO, on peut avoir une distribution du signal qui est quand même assez étalée, pas quelque chose de très resserré comme on peut avoir parfois sur certaines images, tout simplement parce qu'on a quand même pas mal de signal dans le fond de ciel, donc on cherche pas à obscurcir trop, et on veut avoir une dynamique satisfaisante sur l'ensemble des objets. Donc là, voilà, toujours à vérifier qu'on n'a pas quelque chose, des noirs totalement qui viennent perdre du détail dans les zones les plus faibles, qu'on n'a pas des étoiles qui sont trop saturées ou qui prennent trop dans mon point, et puis qu'on ait une progression, voilà, quelque chose d'assez homogène dans la nébuleuse. Voilà, ça me semble satisfaisant. J'ai fait pareil pour les couches S2, qu'on peut comparer le avant, là en linéaire, et le après. Voilà. Une fois l'histogramme monté, et même chose pour la couche O3. Voilà, on obtient quelque chose d'assez cohérent. Alors après, le but c'est qu'on ait aussi des histogrammes qui sont pas trop éloignés sur les 3 couches. On voit que pour la couche E3 et la couche S2 notamment, l'histogramme est centré à peu près pareil, le H-alpha étant un peu à part, parce qu'évidemment on a une dynamique qui est beaucoup plus grande sur la couche H-alpha. Donc là, à ce stade-là, j'aurais pu le faire avant, mais je vais renommer mes images pour avoir bien H, O et S, puisqu'on va voir derrière que ça peut être utile pour les formules pixel math ou les mixages. Voilà, donc maintenant j'ai mes 3 images qui sont en non linéaire, donc je vais enlever le STF pour gagner un petit peu de place, mais voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est directement procéder au retrait des étoiles sur les 3 couches. Pourquoi on le fait maintenant? Alors il y a 2 raisons. C'est-à-dire que là, sur l'image, que ce soit sur l'image H-alpha, S2 ou O3, on va chercher à diminuer le bruit et à améliorer un petit peu les détails. Dans tous les cas, qu'on cherche à retirer un petit peu le bruit au stade non linéaire ou qu'on cherche à améliorer les détails, il va falloir créer des masques où on protège les étoiles. Pour pas les altérer avec la réduction de bruit, et pour pas trop les amplifier avec l'augmentation des détails ou du contraste avec les process après. Donc dans tous les cas, c'est mieux de travailler sur des images starless, puisque comme ça déjà on s'épargnera d'avoir à surveiller si les étoiles sont affectées ou non par les process qu'on met en œuvre. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on va chercher à traiter les étoiles à part pour récupérer de la couleur sur les étoiles
en SHO. Donc on va appliquer Star Exterminator sur ces 3 images. Donc là, je me retrouve avec mes 3 images SHO qui sont en mode starless et les étoiles à côté, donc pour la couche O, pour la couche S et pour la couche H-alpha. Donc ces 3 images pour l'instant, je vais les mettre un petit peu de côté, on va s'en occuper plus tard. Voilà, donc là maintenant sur ces 3 images, en non linéaire et en starless, on peut s'intéresser éventuellement à appliquer une petite réduction de bruit supplémentaire, que exceptionnellement là sur cette image-là, je ne vais pas faire en réalité, parce que je considère que là, mon image H-alpha qui va me servir essentiellement de luminance, elle est pas bruitée. Elle est pas suffisamment bruitée en tout cas pour que je remette un coup de denoise. Dans la nébuleuse ça va, dans le fond de ciel, c'est propre. Si j'applique, une réduction de bruit ici, soit ça va quasiment rien modifier, soit je vais devoir trop appuyer et ça va me faire, des lissages qui seront pas très esthétiques. Donc voilà, c'est aussi une leçon qu'on peut retenir, c'est la réduction de bruit, normalement on la fait au stade linéaire, puis au stade non linéaire. Et au stade non linéaire, si on a déjà réglé le problème, il n'y a pas besoin. Si la réduction de bruit au stade linéaire suffit, et ben voilà, il faut savoir passer l'étape de réduction de bruit sur l'image non linéaire. En sachant que donc ces images-là, on va les recombiner pour faire une palette SHO qui nous servira de couches couleurs, mais qu'on va travailler à part la luminance. Alors là, sur cette image-là, on va commencer par créer d'abord la luminance. Il y a des informations intéressantes sur les 3 couches. Alors, un peu plus sur les couches H et S, parce qu'on voit que sur la couche S, il y a quand même des détails qui sont assez sympas, et ça serait bien de les inclure sur la couche de luminance. Pour la couche O, je suis un petit peu plus peut-être réservé, en dehors d'avoir... on n'a pas de détails supplémentaires. On a un fond de ciel là qui est peut-être un petit peu plus relevé que sur les autres couches, alors qu'on peut modifier avec Histogram Transformation au besoin pour essayer de tout réaligner bien comme il faut. On verra après pour la création de la palette. Les 2 couches qui vont nous servir pour la création de la luminance, pour moi, c'est plutôt les couches H et S. Il y a certains objets sur lesquels on pourrait utiliser les 3 couches, typiquement sur les dentelles du cygne, on pourrait prendre des formules un petit peu de ce style-là, prenant juste le max des 3 couches, parce que les 3 signaux sont vraiment localisés de manière distincte. Et si on prend que la couche H-alpha pour la luminance, il y a des zones qui vont être en déficit de luminosité dans les couches O et S. Donc ça, voilà, après il faut savoir s'adapter en fonction de l'image. Pour une image comme ça, moi je vais pas prendre en compte la couche O. On voit que la couche O, le maximum du signal, il est à l'intérieur de la nébuleuse, mais tout est déjà sur la couche H-alpha. Et la couche S2, elle a l'avantage, elle, de pas montrer plus de zones dans le fond de ciel ou ailleurs, mais en tout cas, dans la nébuleuse, de proposer des détails complémentaires à la couche H-alpha. Donc c'est intéressant peut-être de mixer les deux. Cela étant, j'ai quand même un bien meilleur signal sur la couche H-alpha, comme c'est le cas de manière générale, notamment dans le fond de ciel. On voit sur cette zone-là, j'ai des nébulosités qui apparaissent dans le fond de ciel et qui sont quand même bien visibles, qui sont a priori nettement moins bruitées que sur la couche S2. Voilà, sur la couche S2, j'ai pas plus d'informations, mais si je mixe ça avec ma couche H-alpha, je vais détériorer en réalité ma couche H-alpha qui est bonne, et qui est tellement bonne qu'en réalité, j'ai pas fait de réduction de bruit en non linéaire. Donc ça vaut pas trop le coup. Donc pour ça, on va créer un masque de protection avec range sélection, et on va venir sélectionner uniquement les zones les plus intéressantes de la nébuleuse, donc vraiment le cœur. On peut venir pas trop descendre ça, mais en tout cas avoir un masque qui soit... On n'a pas besoin d'un masque hyper progressif là sur ce coup-là, donc on peut se permettre d'y aller assez franchement, on va pas le faire non plus à fond, voilà, mais on va venir surtout le flouter un petit peu, voilà, comme ça par exemple. Donc là, on a créé notre masque. La couche O, j'ai dit qu'on n'allait pas l'utiliser, donc pour l'instant, je vais la mettre de côté. La couche S, on va s'en servir. La couche H, on va s'en servir pour la couleur et pour la luminance. Là, on travaille que la luminance, donc je vais me créer un clone de mon image H, et je vais la garder de côté. Ça, c'est mes 3 images qui me serviront pour la création de la palette couleur, mais pour l'instant, j'ai essayé de travailler que sur l'image H-alpha pour l'enrichir avec la couche S pour la luminance. Donc je vais lui appliquer le masque. Voilà, ça je le
met de côté. Voilà, donc là j'ai créé le clone de ma couche H qui va me servir pour la luminance. Il y a le masque qui va s'appliquer, donc uniquement pour viser le cœur de la nébuleuse, les zones intéressantes et protéger le fond de ciel, que je ne réussirai pas à enrichir avec les couches O et S. Et maintenant, il faut savoir comment intégrer la couche S au mieux, la mixer au mieux avec la couche H-alpha. Alors, il y a beaucoup de manières différentes de le faire. L'une des plus simples, c'est de passer par le script SHOAIP. Vous avez dedans un module de création de luminance. Vous mettez votre image H, votre image S, et vous pouvez moduler avec les pourcentages, choisir la méthode que vous utilisez. Bon, si je mets deux images là au hasard, mais pour montrer, voilà, on peut mettre en mode obscurcir, multiplier, lighten, screen, etc. Ça donne des bons résultats. On peut le faire aussi avec Pixelmatte. Une des méthodes les plus simples que je vais prendre ici, c'est me servir des process icônes que j'avais présentées lors du tuto spécifique pour la création de la palette SHO avec des palettes dynamiques. Dans ces process icônes, donc, qui sont librement téléchargeables sur mon site, vous les trouverez, je mettrai le lien en description là, de la vidéo, mais vous avez des palettes à la fois simples, SHO classiques et HO classiques, mais vous avez aussi des palettes SHO et HO qui sont plus dynamiques, dynamiques dans le sens où, par exemple, elles reposent sur, je peux en prendre une, voilà, sur des créations de couches O ou S boostées, et puis avec des équations un petit peu plus complexes parfois, avec des multiplications entre les couches, etc. Et pour utiliser au mieux ces palettes dynamiques, on crée des couches O3 et S2 boostées. Alors là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais mettre dans un espace de travail un petit peu à part pour pas tout mélanger, mais voilà, je vais reprendre juste ma couche S et je vais venir lui appliquer le Mac, la fonction boost dessus, donc la boost S2. Qui utilise à la fois la couche AS, la couche H, la couche O, et voilà, c'est une formule qui est un petit peu barbare, mais voilà, le but c'est d'utiliser à la fois les couches H et O pour, dans le cadre de multiplication avec la couche S, pour booster le signal sur la couche S sans toucher et sans inventer de signal dans des zones où il n'y a pas de signal S2. Voilà. Donc là, j'ai ma couche S de base, que je vais renvoyer, alors, je vais la garder un petit peu pour qu'on puisse comparer rapidement les deux résultats, mais c'est assez, voilà, c'est assez flagrant en termes de résultats. On voit bien qu'on vient vraiment booster le S dans les zones où il y a du S2. Voilà. On n'invente pas de choses au passage, ça c'est très important, et il n'y a pas de zones non plus qui sont cramées. Donc cette image-là, la S, je vais la renvoyer, d'ailleurs je vais renvoyer les deux dans l'espace de travail numéro 1, parce que j'aurai besoin de la couche S d'une part, je vais avoir besoin aussi de la couche S Boost. Voilà, et maintenant je vais passer avec Pixelmatte, et le but, ça va être de venir mixer sur mon image, donc je vais prendre le max de mon image H et de ma couche S Boost. Voilà, et je peux venir l'appliquer directement sur l'image. Là, sur ce mixage, j'obtiens quelque chose qui est bon à la fois dans le fond de ciel, puisque j'ai toujours mon signal H-alpha qui n'a pas été modifié, et sur la nébuleuse, je suis venu augmenter le signal dans les zones S2 intéressantes, toujours surveiller qu'on ne vient pas saturer certaines zones, qui sinon seraient cramées, mais là, sur cette image-là, il n'y a pas le problème. Au pire, si vraiment vous avez le souci d'image cramée, c'est pas trop compliqué à modifier, ou en tout cas à corriger. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer venir faire un mix de notre image H-alpha et du maximum de l'image H-alpha et de la couche S2 boostée. Voilà. Ça aurait pour effet d'atténuer un petit peu le boost apporté par l'image S, mais de préserver de la saturation, certaines zones qui pourraient être sinon un petit peu saturées. Donc ça, après, c'est à voir, c'est vraiment image par image, il faut se poser la question de comment on intègre au mieux les couches, en sachant que si vous avez vraiment des difficultés pour faire cette étape, sur une image comme ça, la couche H-alpha peut servir pour la couche de luminance. C'est pour essayer de raffiner un tout petit peu et de faire ça rapidement, mais voilà, la couche H aurait pu suffire pour faire l'image de luminance. Donc ça, je vais la modifier tout de suite. Je vais l'appeler H luminance, comme ça je ne la confondrai pas avec l'autre. Et je peux la mettre de côté. Voilà, maintenant on va repartir avec nos trois images, donc H, O et S.
Et on va s'intéresser à la création vraiment de la palette, ce qui est l'étape sans doute la plus délicate et la plus importante sur un traitement SHO ou HOO, un narrowband de manière générale, c'est la création de la palette. Alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes possibles. On peut passer par Pixelmatte, on peut passer par le script toujours SHOIP en venant tirer les curseurs et les différentes couches pour les pondérer, obtenir un résultat intéressant, et puis ensuite dans Photoshop jouer avec la correction sélective. On peut aussi passer par des process icônes déjà tout faits pour les palettes. Alors moi, là, c'est ce que je vais utiliser pour la création de cette palette-là, parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps dans le tuto sur le script SHOAIP pour le mélange, on va dire, à la main un petit peu des couches. Ce qui reste toujours, il faut le dire, la solution la plus sûre si les process icônes ne donnent rien, si vous avez des difficultés pour obtenir une bonne palette. Vous êtes sûr qu'avec SHOAIP et la correction sélective, vous aurez toujours un résultat qui sera satisfaisant. Donc voilà, mais en première intention, je vais utiliser une des palettes qui est là pour créer la palette SHO, en sachant que voilà, ça ne sert pas à grand chose que je passe non plus 1 heure dans ce tuto sur la création de la palette, parce que la création de la palette, souvent, c'est le choix des couleurs, il est très personnel. Donc moi, je vais peut-être passer 1 heure pour faire une palette qui me semblera très bonne, mais les 2-3 utilisateurs qui suivront diront « Ah, moi je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais mis plus de vert, j'aurais mis plus de magenta, plus de bleu, etc. » Donc c'est excessivement subjectif, et donc ça mérite pas qu'on y passe un temps fou, parce que ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Toujours est-il que pour faire ça, je vais utiliser donc les process icônes, je vais basculer une image voilà, dans cet espace-là, de manière à avoir une image ouverte, parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir appliquer les différents process icônes. Et j'ai déjà créé l'image de boost pour le S, donc j'ai créé aussi l'image de boost pour le O3. Voilà, j'ai mon image O3 boostée, pareil, même principe, hein, on voit bien qu'on est venu vraiment enrichir les zones de O3, mais sans toucher aux autres zones et sans inventer de l'information sur l'image, ce qui est toujours évidemment hyper important. Voilà, et donc maintenant, ben, le jeu, ça va être de créer la palette. Alors, comme je disais, une des fonctionnalités hein, que j'ai évoquées avant fait parfaitement l'affaire. D'ailleurs, si on fait une image, juste un mélange, si on passait par Channel Management et Channel Combination, et qu'on combinait directement les couches S, H et O, ben voilà, c'est l'image qu'on obtiendrait. Donc, comme d'habitude, hein, une prédominance du vert, c'est normal, puisque le vert est attribué à la couche H alpha, et que la couche H-alpha est clairement la plus importante, donc on a une grosse dominante verte, c'est ce qu'on vient corriger dans le module SHOAIP lors du réglage des curseurs. Par exemple là ici, il faudrait peut-être descendre le H-alpha à 80% et booster le S2 à 160%, et puis le O3, bon, le O3 est déjà un petit peu présent, mais il faudrait sûrement le réaugmenter à 125, 130%, quelque chose comme ça, et puis derrière faire des corrections sélectives. Voilà, mais en tout cas, on a une image de départ qui est un petit peu notre référence, dans le sens où ça c'est l'image SHO vraiment mixée de base et sans rien faire de plus. Et après, bah, il y a tout un tas de possibilités, donc là je vais aller assez rapidement, hein, parce que le but c'est vraiment pas de... on peut essayer d'autres palettes. Alors là je déplace les images sur l'image, mais ça ne prend absolument pas en compte l'image sur laquelle je déplace, c'est juste une manière de créer l'image rapidement. Ça applique bien les fonctions avec référence aux autres couches qui sont créées, alors soit les S, H et O, soit les H, S boost et O boost. Il y a des palettes dedans plus dynamiques qui vont utiliser les couches boostées. Voilà, donc je vais faire quelques essais et puis je vais retenir je vais accélérer un petit peu la vidéo. Le but c'est vraiment de trouver voilà, une palette qui fasse l'affaire et qui soit sympa pour continuer le traitement. Voilà, donc là, pour cette image-là, bon, je crois que voilà, encore une fois, hein, on pourrait y passer des heures pour fignoler, mais le but, c'est vraiment pas de s'appesantir sur cette étape-là, plus que de raison, parce que, comme je disais, c'est vraiment des mixages parfois qui sont qui sont vraiment subjectifs. Donc il y a beaucoup de personnes qui aimeront pas la palette que je choisis là, qui préfèrent des teintes plus rouges, etc. Bon, voilà. J'aime bien ces deux images-là, donc ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit mixage de ces deux images. J'aime bien en fait là les teintes de vert qui sont assez progressives, j'aime bien le bleu, j'aime bien le rouge. Bon, voilà, bon, bah, bref, c'est une palette qui me convient bien. Et en plus, là, les deux, elles ont un avantage, c'est que celle-là, dans le fond de ciel, elle tire un peu sur le magenta, celle-là, elle tire un petit peu sur le vert. Donc normalement, qu'est-ce qui va se passer quand on va mélanger les deux? Eh ben, on devrait avoir une palette où ça s'équilibre à peu près globalement dans le fond de ciel. Voilà, il n'y a plus trop de dominante, ni magenta ni vert, on est retombé sur quelque chose d'un peu plus standard. Et donc du coup,
je vais garder cette palette-là. Alors certains préféreront, d'autres palettes, hein, c'est voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est tout à fait personnel, mais moi je vais rester sur cette, palette-là pour la suite, du traitement. Bon bah, le fond de ciel est assez, équilibré, hein, du coup j'ai pas besoin de venir retoucher des choses. Si j'avais besoin de venir retoucher des choses, je pourrais en reprenant un range mask, venir sélectionner et rejouer uniquement sur, les curseurs, par exemple avec Histogram Transformation pour, enlever un petit peu l'excédent de magenta ou de vert. Bon, on peut faire la démonstration. Bon là, il aurait fallu pour bien faire que je recrée un nouveau masque, hein. Je vais pas le faire là, histoire de gagner un petit peu de temps, surtout qu'il ressemblerait quand même pas mal à celui-là. Mais ensuite, avec le process histogramme transformation, il faut que j'active voilà, le preview, mais on voit que voilà, je pourrais venir corriger plus ou moins finement les excédents de vert ou de magenta dans le fond de ciel. Là, le fond de ciel est relativement équilibré, donc je vais pas y retoucher. Je vais sauvegarder mon image, je vais la sauvegarder au formatif, 16 bits, et puis, tant que j'y suis, je vais également sauvegarder le range mask, comme ça, j'aurai pas besoin de le refaire dans Photoshop. Et donc maintenant, pour finaliser ma couche couleur SHO, je vais passer dans Photoshop. Voilà, j'ai ouvert l'image et le range mask, et voilà, je vais dupliquer le calque et je vais faire quelques petites corrections sélectives quand même, pour histoire de finaliser, d'enrichir un petit peu les tons rouges, de rebooster un petit peu les tons bleus pour avoir quelque chose d'à peu près finalisé au niveau des couleurs. Donc là, après, c'est vraiment en général, les grandes règles, c'est que sur la couche rouge, on va baisser le cyan, justement pour mettre un petit peu plus en valeur le rouge, les zones rouges de l'image et leur donner une teinte un peu sympa. On n'est pas obligé de toucher autre chose. Après, toucher le magenta, bon, c'est vraiment, si on aime les palettes un peu plus dorées, les palettes un petit peu plus ocre ou orange, on peut éventuellement y retoucher un petit peu. Je vais l'augmenter très légèrement, voilà, sur le magenta. Sur le jaune, ensuite, eh ben, c'est un petit peu le même concept, hein. On peut venir diminuer un petit peu le cyan. Alors, en faisant attention justement à ce qu'il n'y ait pas de création de zones trop brutales de transition et en préservant un petit peu le vert, donc nettement moins que pour la couche rouge. Idem, on peut augmenter un petit peu le magenta ou pas. Là, j'aurais tendance plutôt à le laisser à 0. Sur le vert, là, les zones de transition, elles me semblent plutôt pas mal, donc je vais pas y toucher. Et ensuite, sur le cyan, en général, on peut venir diminuer un petit peu le bleu, voilà, pour rebooster, alors pas trop, hein, parce que là, tout de suite, ça prend une teinte... voilà, avec des zones vraiment très marquées, mais on peut se permettre de le remonter un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, on va le mettre à -30, c'est peut-être un petit peu excessif, ouais, -25. Voilà, pour un bleu un petit peu plus péchu au centre, mais voilà, je mets même -20, ça suffit, je pense, à ce niveau-là. Voilà, donc là, je peux me permettre après d'y passer le temps qu'il faut hein, pour obtenir vraiment une palette qui me plaît bien. Là, on voit quand même bien la différence avec une passe là, de correction sélective. Rien ne nous interdit de remettre une deuxième couche pour venir modifier d'autres couleurs, pour venir réajuster un petit peu. Après, attention aux excès, si on se met à trop tirer, ben, on va remonter aussi du signal dans le fond de ciel, mais ça sera au détriment de l'aspect global de la nébuleuse, et puis on aura des couches très marquées. Voilà, faut rester, moi je trouve, faut rester un petit peu subtil sur ces réglages-là. On peut se permettre de le faire en 2-3 passes si on n'a pas un résultat vraiment qui nous satisfait à 100%. À l'issue de la première passe, il n'y a pas de problème, on peut y passer vraiment le temps qu'on veut. Voilà, une fois qu'on a fait les modifications, qu'on est content du résultat, donc là je montre juste avant et après, on peut aplatir l'image. On n'est pas obligé de lui mettre un coup de saturation. Alors peut-être qu'on peut en profiter pour corriger le fond de ciel là. On va créer pareil une autre couche. On vient mettre notre masque. Voilà. Ici, on va l'inverser pour toucher que le fond de ciel. Et puis ensuite ici, on peut venir jouer pareil avec les niveaux éventuellement sur... alors là, il y a un petit excédent de bleu. On peut venir le modifier. Voilà. En général, quelques niveaux, ça va suffire pour avoir la modif qu'on veut en douceur, sans trop modifier de choses sur la nébuleuse, bien sûr. Voilà, là on voit la différence, on avait un petit excès de bleu dans le fond de ciel, là on est venu l'enlever, c'est beaucoup plus neutre. Voilà, donc là notre image, elle est plutôt pas mal. On peut lui mettre peut-être un petit coup de saturation en plus, comme on va faire un mixage avec la couche
ultérieurement avec la couche de luminance, donc on peut la booster un petit peu léger, un plus 20, mais histoire que ça soit quand même bien marqué. Voilà, et on peut l'enregistrer. Voilà, donc je rouvre mon image dans PixInsight, hein. Donc là j'ai ma version initiale que je suis venu modifier dans Photoshop, c'est ce qui me donne cette image-là, que j'ai appelée SHO C, C pour couleur, hein, c'est ma couche couleur, c'est la couche couleur de mon image. Avant de faire le mixage avec la couche luminance, je vais quand même voir s'il y a moyen d'augmenter un petit peu les détails sur la couche de luminance. Alors il y a déjà beaucoup de détails sur cette image, on est venu déjà les renforcer avec la couche S. Donc il s'agit de pas trop trop accentuer les choses, mais on peut essayer quand même d'obtenir quelque chose. Alors on peut même reprendre le script, l'image de masque de tout à l'heure. Voilà, on va l'appliquer à l'image. On va garder un clone quelque part de notre image, et ici on peut venir lui appliquer par exemple un petit coup de HDRMT, donc HDRM Multiscale Transform. On coche les masques même si on en a fait un, et puis ensuite là on va essayer avec le layer 6, voir ce que ça donne. Ça va un peu aplatir l'image, mais ça peut mettre certains détails un peu en valeur. Voilà, donc là on voit qu'on obtient quelque chose qui tout de suite donne une image, on perd en dynamique et on a une image qui est assez lisse, assez dure. Alors ça remonte pas mal les détails, hein, sur certaines zones, là par exemple sur toute cette zone ici avec les poussières dans la trompe, voilà, on voit que ça renforce bien, bien certains éléments, mais l'image est très dure, hein. Donc on peut la garder celle-là, mais on va quand même faire un mixage avec notre image de base. Ça c'est pareil, je vous renvoie au tuto amélioration des détails pour vraiment voir ça dans le détail. Et ici on va faire un mixage, allez, soit 3 quarts mon image de base, et un quart, donc 0,5 fois mon image rehaussée. Et donc je vais venir l'appliquer directement là ici sur mon image rehaussée pour pas perdre tout l'historique de mon image. Je pourrais me débarrasser du clone après. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit mixage. Je vais juste mettre les deux images à la même taille pour pouvoir les comparer. Je vais me mettre sur une zone intéressante, par exemple comme ça. Je les recadre pareil. Et je peux regarder. Donc ça, c'est mon image de départ. Et ça, c'est mon image rehaussée. Voilà. C'est subtil, mais ça permet de gagner en détail sans trop aplatir l'image. Sur cette image, il y a quand même déjà beaucoup de détails, donc c'est pas utile d'aller plus loin à mon sens. Et ça, c'est des étapes qui sont facultatives, évidemment, tout dépend ensuite de votre image, hein. Donc là, j'ai mon image de luminance, j'ai mon image couleur. Bon, bah, il me reste plus qu'à les mixer. Alors avant de les mixer, je vais quand même mettre un petit coup de flou sur l'image couleur. Donc un petit coup à True Wavelet Transform. Je décoche, on va dire, les 3 premiers layers. Alors ça, c'est pareil, 3 ou 4, ça dépend des images. Ça, c'est une image qui n'est pas très bruitée, donc on peut se permettre de ne pas flouter excessivement, et on conservera une bonne information de couleur, voilà, localisée, mais on enlève complètement le bruit chromatique qu'il peut y avoir. Voilà, donc maintenant à ce stade-là, j'ai mon image de luminance qui est finalisée, j'ai mon image couleur qui est finalisée, je vais pouvoir venir assembler les deux, donc soit avec le script LRVB AIP, soit avec LRGB combination. On va le faire avec celui-là, donc je sélectionne bien mon image de luminance. Pour la saturation, je peux venir descendre peut-être un petit peu, pas trop, parce que j'ai déjà boosté la saturation avant, donc je pourrais toujours remodifier après. Je vais juste la booster un petit peu, et je vais activer la réduction du bruit de chrominance, et je viens l'appliquer sur mon image. Voilà, donc là, j'ai combiné mes deux images, hein, donc mon image couleur et mon image de luminance. Je vais juste la dupliquer pour comparer. Voilà, on voit qu'au niveau des couleurs, en rajustant un petit peu la saturation, c'est resté à peu près équivalent à ce qu'on avait avant, sauf qu'évidemment, on a gagné pas mal de détails, en sachant que là, la couche couleur était floutée, mais voilà, on retrouve bien tous nos détails de la couche luminance dans la couche couleur, et celle-là, on va tout de suite la sauvegarder. Et on va lui redonner un nom plus sympa, voilà, ça sera SHO.
c'est notre image qui est finalisée. Sauf qu'il lui manque les étoiles. Donc on va s'intéresser maintenant à réintroduire les étoiles. Pour les images d'étoiles, la première chose qu'on va faire, c'est les recombiner. Pour recombiner ces trois fichiers, ces trois images où il n'y a que les étoiles, hein, on va passer par le process Chain Management, Channel Combination, et donc on va bien indiquer nos trois noms de fichiers, donc la couche R, comme pour du SHO classique, hein, la couche R c'est bien la couche S, donc H pour le vert et O pour le bleu, et on peut ensuite recombiner tout ça au sein de la même image RGB du coup cette fois. Voilà, donc là on obtient notre image d'étoile. Ces trois fichiers là, on peut les mettre de côté, on en a plus du tout besoin. Et maintenant la première chose qu'on va faire, c'est faire un petit plate solve sur cette image pour bien avoir les coordonnées intégrées au fichier et pouvoir faire derrière une calibration avec SPCC. Donc là, les informations sont bien renseignées, j'ai pas besoin d'y retoucher, les coordonnées approximatives sont bien renseignées, la date, la résolution, la focale, l'échantillonnage, tout ça c'est bien renseigné, j'ai plus qu'à appliquer le process. Voilà, donc maintenant que mon image, j'ai bien fait le plate solve, je vais pouvoir calibrer les couleurs avec Spectro-Photometric Color Calibration, et en sélectionnant les bonnes valeurs. Donc là, je suis sur une ASI 2600, donc je suis sur un capteur, voilà, Sony. Au niveau des filtres, il faut que je sélectionne donc le mode narrowband. Donc voilà, le narrowband, voilà, ça me le met en HO par défaut, donc il faut que je le reconfigure un petit peu. Donc 656.3, ça c'est pour le H-alpha, donc c'est ma couche verte. Pour la couche rouge, c'est le S2, donc c'est 672. Et 500,7 pour le O3, donc tout ça c'est bon, et je peux ensuite appliquer ce process. Alors je coche Optimize for Star et je décoche Background de neutralisation, puisque là j'ai que les étoiles, donc je n'ai pas du tout besoin de calibrer le fond de ciel, et j'applique ça sur mon image. Voilà, donc là j'obtiens une image qui est calibrée, j'ai un gros excédent de vert, hein, comme je peux le voir ici, ça c'est pas très grave, je vais prendre le process SCNR au maximum, et je vais enlever le vert de l'image, voilà, et je vais retrouver des étoiles qui sont à peu près bien colorées, j'ai l'impression, j'ai du bleu, j'ai du rouge, a priori c'est pas trop mal. Je peux directement augmenter ici la saturation pour les étoiles. Donc je vais la relever de manière assez franche. Je peux même me permettre de faire 2 passes hein, si besoin. Voilà. Là je suis venu remonter la saturation des étoiles. Donc, on voit que dans les étoiles, hein, j'en ai des bleus, j'en ai des rouges, orange. J'ai une diversité de couleurs qui est pas trop mauvaise. Sur l'étoile grenat, je conserve une teinte qui est cohérente avec ce qu'on peut obtenir en RGB, peut-être un petit peu moins accentué au niveau de la couleur. Si vous trouvez que c'est pas assez coloré, vous pouvez toujours repasser un petit coup de saturation. Et donc là, on a nos étoiles, donc SHO, mais correctement calibrées et rebasculées en enlevant l'excédent de vert. Donc on retrouve des teintes d'étoiles qui sont assez naturelles. Donc là, je vais plutôt réintroduire uniquement les étoiles en me servant de la luminance de la H-star pour avoir des étoiles un petit peu plus fines. Alors à voir si c'est réaliste ou pas, on peut regarder, hein. Pour l'instant, on va faire comme si c'était la bonne méthode, je sais pas, il faudra vérifier quand même au final. On va remettre un petit coup d'Atrue Wavelet Transform sur la couche du coup RGB. Alors c'est peut-être un peu violent, on va décocher celui-là. L'idée c'est vraiment d'enlever les petites traces d'artefacts qu'il peut y avoir comme ça, mais c'est pas de perdre voilà, toute l'information. Là ici c'est quand même nettement mieux. Et on va faire comme pour la couche SHO avec la luminance, on va venir remettre un petit coup de LRGB combination. Donc cette fois, notre couche de luminance, ça sera les étoiles de la couche H. La saturation, on la laisse comme c'était bien. La réduction de bruit, on peut la laisser. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai obtenu mon image avec la combinaison LRGB. Je vais venir juste faire une petite comparaison avec mon image d'étoile de départ pour vérifier
quelle version est la mieux. Donc ça, c'est mon image d'étoile de départ. Ça, c'est l'image avec juste la couche H-alpha. J'ai des étoiles qui sont un peu plus fines. J'ai perdu pas mal en couleur au passage. Donc, pour cette version-là, je ne vais pas utiliser là ce que je viens de faire. Je vais juste utiliser ma version d'étoile RGB. Je peux vérifier juste au niveau des couleurs que j'ai pas trop d'étoiles magenta. Alors si c'est le cas, je peux inverser mon image et faire un petit coup de SCNR. Voilà, en le réduisant un tout petit peu. Donc ça va faire disparaître le vert de mon image négative, et quand je la repasse en normal, et ben voilà, j'ai gagné, j'ai diminué le magenta sur les étoiles, le petit résidu de magenta qu'il pouvait y avoir. Alors maintenant, chez mon image SHO Starless, il va s'agir de réintroduire les étoiles que je viens de créer. Alors il y a deux choses à vérifier, c'est que pour les grosses étoiles, celles qui sont ici au centre et l'étoile Grenat, sur mon image SHO, alors j'aurais pu le faire directement avant de remixer avec la luminance, j'aurais pu le faire directement sur l'image couleur que j'utilisais pour remixer avant la luminance. Mais on voit que c'est les étoiles qui ressortent beaucoup plus en O3 que en H2 ou que en S, et qu'au final on a des étoiles à réintégrer qui sont plutôt orange. Là où, sur l'image SHO, je vais avoir ces grosses étoiles, elles apparaissent plutôt en bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord au préalable faire une petite modif de cette image sous Photoshop. Donc je rouvre mon image SHO, et là il va s'agir de venir corriger voilà, ce petit défaut ici, parce que si je fais la reproduction d'étoiles, je vais me retrouver avec une étoile orange perdue au milieu d'un halo tout bleu, ce qui va pas être très génial. Donc là, je peux prendre le tampon de duplication, je vais passer en mode couleur, parce que je cherche pas à modifier, bien sûr, les détails là-dessus, et il faut que je sélectionne une zone qui est assez proche. Alors là, j'ai un petit peu encore de marron, c'est pas tout à fait bleu, je peux peut-être sélectionner cette zone-là, et au niveau de la couleur, voilà, venir la remettre ici. Je peux faire 2, 3, voilà, c'est comme ça, pour bien sûr que ça soit fait de manière assez subtile. Ici pareil, donc là on va reprendre pareil le tampon de duplication, on cherche une zone de couleur qui est proche de ce qu'on cherche à modifier, donc plutôt ça, voilà, et là on a corrigé la couleur sur le SHO de cette zone là, de ces deux zones, et on va pouvoir réintroduire les étoiles plus proprement sur cette version. Donc je la sauvegarde et je repasse sous PixInsight. Voilà, donc là j'ai mon image corrigée, je vais pouvoir réintroduire les étoiles avec du coup la petite formule que maintenant on connaît par cœur, avec pour introduire sur l'image Starless les étoiles en évitant tout phénomène de saturation excessif, même tout phénomène de saturation tout court. Voilà, là j'ai introduit mes étoiles, je vois tout de suite que elles ressortent pas assez au niveau de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit coup de color saturation sur cette couche d'étoiles, histoire d'avoir quelque chose voilà, d'un petit peu plus péchu. Et maintenant je refais la réintroduction sur la couche SHO. Voilà, donc là j'ai mon image qui au niveau de PixInsight est finalisée. Donc ensuite je peux basculer dans Photoshop pour lui apporter, si besoin, des petites modifications complémentaires. Ça, je vous renvoie sur le tuto où on aborde vraiment plus précisément toutes les étapes de finalisation de l'image avec Photoshop. Le but, c'est pas de revenir en détail dessus, mais rapidement, voilà, on peut faire peut-être quelques modifications pour remonter un petit peu, améliorer un petit peu la couleur des étoiles, revoir un petit peu le contraste. Donc là, je vais faire ça très rapidement, et puis on se retrouve après. Voilà, alors au final, après quelques petites corrections, que ce soit sur l'ajustement du contraste, un petit peu de correction sélective sur les couleurs, un petit peu d'augmentation du contraste dans les bandes sombres, un petit réajustement de la luminosité, voilà, on obtient entre la version de départ SHO sortie de PixInsight
et la version, traitée finale, on va dire, on obtient ça. Donc la différence quand même se voit, hein, comme, je disais dans le tuto sur la finalisation de l'image, sous Photoshop, il y a quasiment 50 du rendu final du traitement, hein, qui se fait à cette étape-là. Donc ça après c'est en fonction aussi de vos goûts personnels, d'accentuer plus ou moins la saturation des couleurs, d'accentuer le contraste, de retirer un petit peu la luminosité et cetera. En sachant que c'est des petits ajustements, hein, puisque là, ils font un travail sur l'image avec les étoiles réintroduites, donc le cas échéant, faut pas hésiter à faire des masques éventuellement, de sous cette forme-là, donc un range mask, moins les étoiles pour protéger, là, agir que sur la partie centrale de la nébuleuse. Bon voilà, j'ai choisi de pas retoucher moi au fond de ciel. On aurait pu accentuer un petit peu les couleurs encore dans le fond de ciel, notamment le rouge dans les bandes ici qui sont rouges autour. Bon voilà, j'ai pas voulu tout reprendre, mais en tout cas, on obtient, voilà, moi j'obtiens ce résultat-là, qui est après, encore une fois, la palette, hein, tout ça, c'est personnel. Si on se met à 100, on voit que alors c'est même un petit peu gros, je vais dézoomer un petit peu, mais on voit que les détails, ben, ils sont bien présents. On a quelque chose de quand même, on a quand même pas mal de détails, hein, dans la trompe, dans les bandes de poussière. Là, c'est le festival, hein. C'est vraiment une région qui est magnifique. On a des étoiles qui sont quand même bien colorées, voilà, indépendamment du fond derrière, que ça soit en bleu, en vert, en rouge, on a des étoiles qui ressortent bien et qui ont un aspect vraiment RGB, en tout cas proche de ce qu'on pourrait avoir avec du RGB, avec des étoiles qui sont bien oranges, des étoiles bleues. L'étoile grenat, bah, elle ressort bien grenat, on a gommé un petit peu le résidu de O3 qu'il pouvait y avoir, au début. Donc on a vraiment quelque chose de satisfaisant, la petite nébuleuse là ici qui traîne, plutôt sur la couche bleue. Donc ça c'est pas mal. Et alors pour faire la comparaison finale, avec, l'image de Clément, alors j'ai dû quand même, réaligner cette image-là, donc l'image finale sous PixInsight, en sachant que l'image que j'ai de Clément, elle était réduite déjà de 50. Donc voilà, on perd au niveau du détail. Là, si je me mets sur l'image, réduite pour, coller à celle de Clément, on voit qu'on perd un petit peu là en étant à 100 versus, sur l'image de départ qui est traitée, voilà, où là je suis à 100. On voit qu'il y a une vraie différence de taille, notamment ça peut jouer aussi sur les détails, mais bon voilà, il faut bien faire la comparaison sur une image, donc ça sera nécessairement sur l'image avec, un format un petit peu réduit, que m'avait envoyé, Clément. Alors si je reprends l'image dans son ensemble, voilà, là c'est mon traitement et là c'est le traitement que m'avait envoyé, Clément. Donc encore une fois, hein, la palette, ça c'est personnel, hein, il y a des gens qui préféreront la palette de Clément parce qu'il y a plus de bleu, il y a plus de jaune, voilà. Moi je suis sur des teintes un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins prononcées, un petit peu moins flashy. Voilà, mais ça c'est vraiment personnel, hein, donc vous pouvez, tout à fait préférer la palette de Clément, en sachant qu'après on pourrait booster la saturation pour, regagner un petit peu, avoir des couleurs un petit peu plus péchues, mais ça, il faut mieux le faire au niveau de la palette. En ce qui concerne les étoiles, ben, on voyait, Clément disait que c'était le point faible un petit peu de son image, hein, parce qu'il y a des étoiles là ici qui ressortent très bleues, blanches. On n'a pas réellement d'étoiles vraiment très orangées, hein, en dehors encore une fois de l'étoile grenat, qui est ici, mais sinon là dans la partie centrale de la nébuleuse, on a des étoiles même qui ressortent un petit peu vertes. Donc voilà, si on compare avec, mon traitement, bon voilà, là on voit qu'on a retrouvé quand même beaucoup de couleurs dans les étoiles, là on a beaucoup d'étoiles qui sont orangées, quelques étoiles, qui ressortent plus bleues et tout. Bon ça c'est, voilà, il y a une vraie différence. On voit aussi l'apport de BXT, hein, parce que les étoiles on les a quand même pas mal, réduites. Hem, donc au niveau des étoiles, j'aurais tendance à penser que c'est quand même un petit peu mieux sur ma version, parce qu'elles sont plus fines, on a des meilleures couleurs. Sur l'image, dans son ensemble, bah, ça après le rendu des couleurs, encore une fois, c'est vraiment personnel. Clément lui a fait le choix plutôt de laisser une dominante, rouge dans le fond de ciel, ce qui, bon moi j'ai pas pris cette option-là, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible en SHO. En SHO, on n'est pas tenu d'avoir un fond de ciel qui est parfaitement, équilibré en termes de couleurs. Voilà. Après sur les nébuleuses comme ça, c'est toujours un petit peu moi j'essaye de m'en tenir à ce qui est vraiment visible, dans le sens où j'ai pas envie de prolonger artificiellement la nébuleuse, ce qui peut donner le cas parfois sur des images où on tire le fond de ciel plus sur le rouge. On a l'impression que les extensions H-alpha vont s'étendre bien au-delà de voilà, y compris dans ces zones-là dans le fond de ciel.
Je suis pas certain. Moi, effectivement, il y a du rouge, on aurait pu le mettre plus en valeur là dans ces zones-là. Après, il y a des zones où clairement il y a rien. Voilà, par exemple, là dans les coins, ici, ça ressort bien, alors qu'ici, ça ressort rouge, on a l'impression qu'il y a une extension du signal H-alpha. Bon, voilà. Après, au niveau des détails, si je reprends là, voilà, dans la zone de la trompe, bon, c'est voilà, c'est toujours compliqué à apprécier. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de zones qui sont visibles, par exemple, qui sont mises en évidence. Par exemple, dans cette zone-là, il y a on voit des nébulosités, des bandes de poussière qui sont un petit peu masquées sur l'image de Clément. Alors ça, c'est peut-être aussi dû au fait qu'on a remixé un petit peu de la S dans la H-alpha pour faire la luminance, et qu'on ne s'est pas contenté juste de prendre l'image H-alpha comme luminance, c'est-à-dire qu'on est venu rebooster ici certains détails directement dans la luminance. Et certaines zones de transition qui sont un petit peu plus subtiles aussi. Là, on voit qu'on passe du bleu au vert avant d'arriver ici sur des... Il y a un mélange du vert ici qui se fait de manière assez harmonieux, on va dire, entre le rouge ici et le bleu. On voit qu'on a un dégradé de vert avec différentes teintes plus vers le jaune. Ici, c'est un petit peu plus brutal. Le haut la couche bleue a été vraiment renforcée, donc le bleu s'étant très loin, on a un petit peu de vert qui est tout de suite très marqué, hein. On voit les distinctions, là, les passages entre la couche bleue et la couche verte qui sont un petit peu brutaux. Et puis si on repasse du vert au jaune, là on a quelque chose d'un petit peu plus dégradé, même si encore une fois, là, les couleurs sont pas trop appuyées. Donc après, il y a peut-être des arbitrages à faire à ce niveau-là. Sur les détails toujours, après pour prendre un petit peu une autre zone, là par exemple dans cette zone-là, on voit qu'on a vraiment on voit que la couleur est très très péchue, mais on sent pas vraiment le détail derrière. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que voilà, il y a une couche couleur qui a été collée sur quelque chose, mais que le quelque chose en question n'était pas suffisamment lui-même renforcé. On voit que sur la version, voilà, on a quand même des... Sur cette zone-là, je trouve que c'est... Même sur cette zone-là ici, je trouve que c'est assez... et même ici, hein, en réalité, je trouve que c'est assez visible. On n'a pas juste l'information de couleur, on a vraiment de l'information avec des détails, les détails sur les structures qui s'estompent un petit peu sur cette version-là. Dans les bandes de poussière, bah, il y en a qui sont un petit peu mieux mises en valeur ici. Alors ça, c'est subtil, mais c'est quand même visible. Par exemple, dans cette zone-là, là, les poussières qui sont là, on voit qu'il y a on voit quand même une petite différence. C'est-à-dire qu'on les ressent plus quand même sur cette version-là. Et en ce qui concerne le bruit, je disais au début qu'il y avait un des petits défauts aussi, peut-être c'était un petit défaut de résidu de bruit chromatique. Là, c'est vrai que le bruit a été un peu plus lissé sur la version, donc il disparaît vraiment totalement. C'était déjà visible sur la version à 100%, donc sur la version réduite à 50, c'est encore plus imperceptible, hein. On n'a plus du tout vraiment cette granularité de bruit. Ça, c'est pas une granularité vraiment de bruit sur la luminance, c'est une granularité sur la couche chromatique, donc qui est jamais très très esthétique, hein, une petite granularité comme ça, un peu en continu. Ici, ça a globalement disparu, c'est un petit peu plus lissé. Voilà, donc au final, la palette est ce qu'elle est, elle peut ne pas plaire, il y a des gens qui préfèrent pousser plus les extensions. Là, le côté un petit peu magenta en bordure, mais pas très esthétique. Si c'était mon image, je pense que je la reprendrais un petit peu pour justement estomper cet aspect-là et lui redonner un petit peu plus de rouge, sur cette partie-là qui tend un peu sur le magenta, ce qui ne me plaît pas énormément. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le traitement des étoiles, la réinsertion des étoiles, je pense que l'objectif est accompli, hein. Donc voilà, c'est encore une fois un des process les plus simples que vous pouvez mettre en œuvre, hein. Clairement, un traitement assez simple en linéaire avec Blur Exterminator et Noise Exterminator, passer en non linéaire, travailler sur des versions starless pour l'accentuation des détails, pour la réduction du bruit éventuellement, pour le mixage SHO de la couche couleur, travailler séparément, éventuellement remixer les couches pour la luminance, H-alpha et S2 comme on vient de le faire là, mais il y a beaucoup de cas dans lesquels ça pourrait être un mixage des trois couches, H, O et S, ou seulement de la couche H-alpha et de la couche O3, notamment si vous êtes en HO. Et ensuite on recombine tout ça, on traite les étoiles à part, on tire parti des nouveaux process de calibration pour
y compris quand on n'a pas fait de couche RGB pour les étoiles, ce qui est toujours plus simple, parce que là, on n'a pas besoin de se soucier des étoiles, on prend directement la bonne couleur d'étoile, mais on voit qu'on arrive à obtenir quelque chose qui est quand même, voilà, qui fait un petit peu illusion. On va dire, si on ne sait pas que c'est des étoiles SHO, on remarque qu'on tilte pas forcément sur la couleur des étoiles, qui est un peu inhabituelle, où il y a beaucoup de magenta, etc. Voilà, et on recombine ça au final avec les finalisations sous Photoshop, et en petite demi-heure, trois quarts d'heure, on obtient une image voilà, qui est plutôt bien traitée. Après, on peut toujours optimiser les choses en y passant beaucoup plus de temps. Voilà, du coup on en a fini pour ce tuto SHO. J'ai essayé de montrer vraiment la manière de faire sans rentrer, pour essayer que ça reste assez court, sans rentrer dans tous les détails, parce que tous les détails, si vous avez une question sur un point particulier, normalement, vous aurez les réponses dans le tuto qui est vraiment dédié à ce sujet-là, hein. Je crois que la série maintenant est assez complète et en réalité elle est vraiment terminée maintenant. Et il y aura peut-être un ou deux petits points sur lesquels je voulais revenir qui donneront lieu à des vidéos supplémentaires, mais beaucoup plus courtes que celles que j'ai fait là. S'il reste des questions en suspens, s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible dans ce que je viens de faire, n'hésitez pas, et que c'est pas trouvable dans les tutos par ailleurs, n'hésitez pas à les poser les questions directement en commentaire, hein. Je me ferai une joie d'y répondre comme à chaque vidéo. Et puis, bon voilà, je pense que pour la suite, il y a j'en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo, je pense que le sujet intéresse quand même pas mal de monde. Donc je renouvelle l'appel ici. Si vous avez un défaut sur une image, vous avez du mal à le traiter, typiquement là, voilà, Clémence sur les étoiles, je pense qu'avec cette manière de faire, j'espère avoir résolu en tout cas la difficulté de Clémence sur ces étoiles, sur les images SHO. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos images avec le problème qui se pose, les masters, les masters voilà, empilés, pré-traités des images en question, et puis je verrai ce que je peux faire, et si ça s'y prête, voilà, ça pourra donner lieu à une petite vidéo explicative, où je reviendrai sur des petits détails comme ça. Voilà, je constate que de manière générale, des différents retours que j'ai pu avoir sur les tutos, c'est que voilà, bon, c'est long, la série est complète, hein, c'est l'avantage de l'inconvénient, c'est que bon, c'est long, mais c'est complet, et puis que parfois, bon, il y a certaines petites difficultés dans la mise en œuvre, parce qu'évidemment, quand on connaît très bien les process, la manière de faire, les réglages, on solutionne assez rapidement le problème, mais quand voilà, on n'a pas l'habitude, il y a quelques petites... on hésite entre deux ou trois techniques, et puis finalement, on ne sait pas laquelle est la meilleure. Voilà, ça peut toujours être utile de voir ça sur des vidéos un petit peu plus courtes. Et puis, j'en profite pour vous adresser à tous un immense merci, puisque entre la dernière vidéo et celle-ci, eh ben, la chaîne a passé le cap des 1000 abonnés, ce qui est absolument... bah, c'est bien, hein. Moi, je pensais pas qu'il y aurait autant d'abonnés en lançant cette série de tutos, donc je suis ravi que la série vous plaise et puis que vous permette bah, peut-être de progresser sur vos traitements. En tout cas, 1000 abonnés, donc 1000 merci. La meilleure récompense que je peux avoir encore, c'est d'avoir des gens qui traitent leurs images et qui ont de bons résultats et qui me disent que c'est grâce aux tutos ou qu'ils ont trouvé des choses intéressantes dans les tutos. Ça, je trouve que c'est la meilleure récompense que je peux avoir à l'issue de cette série de vidéos. Voilà, donc je vous dis à bientôt, parce que je pense qu'il y aura quand même quelques autres vidéos qui vont suivre, et puis en attendant, ben, on se quitte avec une petite balade, comme la dernière fois, dans la foule, à 100%, pour profiter des petits détails, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!